Bonsoir à tous, bienvenue dans Parlons Cash, votre émission bourse et investissement. L'intelligence artificielle revient en force. Dernier exemple, Tesla, qui mise désormais 25 milliards de dollars sur l'IA. Mais le marché ne semble pas vraiment suivre le géant américain. Alors l'IA, nouvelle Eldorado ou risque de correction? On va en débattre ce soir, bien sûr, avec nos spécialistes. Tara Bendo, bonsoir Tara. Bonsoir. François Lecomte pour Belfius Asset Management. Bonsoir François. Et à vos côtés, Olivier Powells pour BlackRock. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Mais tout d'abord, les marchés, malgré des records, c'est plutôt cette semaine le retour à la prudence. Et pour faire le point, tout d'abord sur les marchés européens, on va retrouver Amélie de Rambure depuis Amundi. Bonjour Tara. Les marchés européens sont en correction sur la semaine avec un repli de près de 3% pour l'Eurostoxx 50. Les causes de cette correction cette semaine sont à trouver du côté de la hausse du prix du pétrole, avec l'absence de réouverture du détroit d'Ormuz. Du côté des valeurs, donc les valeurs qui performent le mieux sur la semaine sont Eni, qui publiera ses résultats demain. Total, également porté par les prix du pétrole. Du côté des valeurs qui corrigent le plus cette semaine, Safran a publié des résultats qui ont été salués par le marché, donc avec un rebond du titre aujourd'hui. Néanmoins, les analystes sont toujours inquiets de l'impact de la guerre en Iran et donc du repli possible du trafic aérien dans les prochains trimestres. Pour les semaines à venir, donc, le directionnel du marché va dépendre de quelques facteurs principaux. Le premier sera évidemment l'ouverture ou pas du détroit d'Ormuz, qui reste un catalyseur majeur pour la progression des marchés. La poursuite des résultats. Aujourd'hui, seulement 8 entreprises sur 50 ont publié, donc on va avoir une accélération dans les semaines suivantes. Et également, évidemment, les guidance données par les entreprises sur l'impact possible de la guerre en Iran sur les résultats futurs. On va se diriger maintenant vers les marchés américains qui atteignaient des records. Tara, cette semaine, c'est plutôt un retour à la volatilité à Wall Street. Oui, à chaque fois une séance. On a alterné le bon et le moins bon. Alors d'abord mardi, malgré qu'on ait eu des bons résultats, c'est vraiment l'incertitude géopolitique qui a drivé les marchés. Alors l'économie américaine montre des bons signes. Alors malgré qu'on ait la confiance des consommateurs qui sont en forte baisse, de l'autre côté, malgré tout, la consommation, elle, est en hausse. Donc ça, c'est une divergence quand même à noter. Marc, on a quand même eu une forte hausse et des records mercredi, avec de nouveaux records pour le Nasdaq et pour le SP500. Alors, ce qui a été le déclencheur de tout ça, c'est vraiment la prolongation du cessez-le-feu. Alors, les investisseurs sont redevenus confiants. Et puis, on a de nouveau le retour des inquiétudes. À noter également qu'il y a eu quand même pas mal de résultats cette semaine. On a eu, entre autres, Boeing, qui a commencé avec des bonnes commandes, mais quand on regarde, au final, il y a quand même encore une légère perte, je crois que c'est 90 millions de dollars pour le trimestre. De l'autre côté, on a eu des résultats un petit peu décevants ou mitigés du côté de Tesla. Et alors, toutes les sociétés, évidemment, de software, je parle entre autres de ServiceNow par exemple, également IBM qui a également un petit peu déçu. Donc le marché doutait à nouveau. Alors le marché quand même reste très sensible à la géopolitique évidemment. J'ai pointé une valeur cette semaine, c'était Texas Instruments. En forte hausse, 26%, 60% de hausse depuis le début de l'année avec des résultats qui ont battu les prévisions. Et puis de l'autre côté, Netflix qui a été sanctionné sur les marchés américains puisque le titre perd 14,5% sur une semaine. Eh bien, merci Tara. Très évidemment tendu par rapport à l'actualité géopolitique, également les taux de devises matières premières. Et en ligne de mire, bien sûr, les cours du pétrole. On va rejoindre Catherine Danse depuis Belfius. Le rebond d'optimisme des marchés s'est interrompu cette semaine face à l'impasse des pourparlers de paix au Moyen-Orient. Le bref élan d'euphorie de vendredi suite à l'annonce par l'Iran de l'ouverture du détroit n'a été que de courte durée. Le pétrole a à nouveau rebondi depuis lors au-dessus de la barre des 103. La pression sur les cours des matières énergétiques reste élevée.
Dans ce contexte incertain, le dollar tente à nouveau à retrouver son rôle de valeur refuge. L'euro-dollar a ainsi revisité des niveaux de 1,17 ce jeudi. Nous avons observé au cours des dernières séances un redressement des taux d'intérêt soutenu par la hausse des prix pétroliers, mais également par les propos de Kevin Walsh. Lors de son audition au Sénat, le nouveau candidat à la présidence de la Réserve fédérale est apparu moins accommodant que ce que le marché ne craignait. Les taux européens ont ainsi suivi de concert le taux swap à 2 ans se redressant d'environ 0,15% depuis vendredi. L'actualité de la semaine prochaine sera animée par de nombreuses réunions de banques centrales. Les membres des banques centrales européennes, américaines, japonaises, britanniques et canadiennes se réuniront. Les consensus de marché restent largement en faveur d'un statu quo de toutes ces institutions pour leur réunion du mois d'avril. Par la suite, le marché s'attend à 2 hausses de taux en 2026 sur fond d'une révision à la hausse des anticipations d'inflation. La BCE sera probablement vigilante et prête à éviter que les effets de second tour de la hausse des prix énergétiques ne s'invitent de manière structurelle dans les autres composantes de prix. Et voilà pour nos analystes, il est temps maintenant de faire réagir nos invités en plateau. François Lecomte, c'est vrai qu'on a vu un retour à la volatilité et des marchés un peu plus prudents après les records. Qu'est-ce qui vous a marqué, vous, cette semaine particulièrement ? Le mot-clé, c'est effectivement le mot prudence. Ce qu'on voit sur la saison des résultats, c'est que en fait, les 3/4 des sociétés jusqu'à maintenant ont battu les attentes. Donc on devrait avoir un marché plutôt haussier et on a effectivement un frein qui est lié à l'incertitude sur le conflit au Moyen-Orient. Et aussi, on fonctionne plutôt sur un moteur, qui est le moteur de la technologie et de l'AI, qui était un grand sujet en décembre, en fait, l'élargissement de la croissance. Et là, on voit toujours qu'on ne fonctionne que sur, en gros, un secteur de l'activité. Après, on pourra parler aussi plus tard de l'audition de Kevin Walsh, le futur président de la Fed, au Congrès. Alors c'est la saison des résultats, hein, on en a parlé, on l'a évoqué. Les résultats influencent encore vraiment la bourse des entreprises, c'est important ? Clairement, clairement, mais ce qu'on a vu, c'est certaines entreprises avec de bons résultats qui n'ont pas décollé. On a vu aussi aujourd'hui aux États-Unis les softwares décrochés, notamment après la présentation des résultats IBM, qui étaient en fait plutôt bons. Et le sentiment de marché en fait a créé une inquiétude qui a créé ensuite un effet domino sur pas mal de sociétés, dont notamment Adobe, par exemple. Oui, donc plusieurs. Donc il y a quand même un sentiment une inquiétude. Les marchés ne sont pas sereins et rassurés. Olivier Pauwels, c'est vrai que voilà, on en parlait la semaine dernière, vraiment des records, notamment à Wall Street. Oui. On sent maintenant qu'on est plus prudent. Oui, tout à fait. On voit que le sentiment de marché essaye d'équilibrer 2 grands sujets. D'un côté, l'intelligence artificielle et de l'autre côté, le conflit au Moyen-Orient. Depuis les 3-4 derniers jours, voire même les 2 dernières semaines, on a l'impression que l'IA, à nouveau, commence à prendre la domination en termes de sujets qui comptent réellement. Mais c'est vrai qu'en même temps, la situation au Moyen-Orient n'est pas encore résolue. Les pourparlers n'ont pas l'impression de vraiment progresser. Et donc c'est Il y a un risque d'enlisement et c'est ça aussi, finalement, si ça dure sur... Oui, tout à fait. Il faut pas oublier... les marchés semblent avoir pris un peu de recul vis-à-vis du conflit au Moyen-Orient. Ils se disent à moyen, long terme, la solution sera trouvée. Et l'élément critique probablement a été le moment où les États-Unis ont fermé les 3 d'Ormuz pour les exportations iraniennes. Depuis lors, les marchés ont pris un peu de recul vis-à-vis de ce sujet-là. Néanmoins, les 3 d'Ormuz est fermé, ce qui veut donc dire que l'impact sur croissance, sur l'inflation, exportation de matières premières et bien sûr les taux est réel. Et c'est probablement, à côté des matières premières qui ont fortement augmenté, le chemin qui est encore le plus visible en termes d'impact sur les marchés financiers, c'est-à-dire les anticipations des taux d'intérêt pour les banques centrales. C'est ce qu'on voit vous avez apporté un graphique justement avec l'impact. Exactement. C'est ce qu'on voit sur le graphique. Exactement. Quand on compare la situation aujourd'hui en termes d'anticipation des taux d'intérêt des banques centrales comparée à la situation avant le conflit, qu'est-ce qu'on observe ? Les marchés n'anticipent plus autant
de baisse de taux d'intérêt. Ouais. Et même dans certains pays... Ils ont déjà comme... pricé, vous pensez, les risques de hausse? On parle de 2 hausses possibles en Europe? Potentiellement, oui. Ouais. Donc en Europe, en Angleterre, le Royaume-Uni, on voit un sort de pivot. On s'attendait à des baisses de taux. Maintenant, on passe à des potentielles hausses de taux d'intérêt. Et la semaine prochaine, en plus, grosse semaine. Les banques centrales vont venir. On va entendre le discours de la Banque d'Angleterre, la Banque du Japon, et la BCE, évidemment, et la Fed. Donc, on entend tout ça. Et justement, Kevin Warsh, le prochain gouverneur de la Fed, disait justement on avait mal géré la crise précédente en disant que l'inflation était transitoire, qu'on aurait dû monter les taux plus haut. C'est ce qu'on risque d'arriver maintenant, de voir ces taux être remontés très très fort et très vite, parce qu'on anticipe éventuellement une crise pour 2027 à cause de ce problème de Dormouz? Je pense que c'est encore trop tôt pour vraiment se positionner sur ce qui va se passer en 2027, mais le choc aujourd'hui, il est présent, vu la fermeture de l'étroit d'Ormuz. Donc un effet sur l'inflation 2026, voire même 2027, est réel. Est-ce que ça veut dire une inflation plus élevée pour le long terme? Je pense que ça, c'est un tout autre débat. François-Valéry Lecomte, peut-être un petit mot sur le luxe. L'Oréal qui signe parmi les plus fortes hausses européennes ce jeudi au lendemain de la publication de résultats. Ils sont meilleurs qu'attendus. Ça revient sur ce que vous disiez tout à l'heure. Hein. Les résultats d'entreprise, ça compte vraiment. Hein. Et pourtant, c'est un peu l'exception dans le secteur du luxe qui est plutôt, qui a plutôt souffert. Un secteur qui a souffert. Et ça se voit d'ailleurs dans la performance du CAC 40. L'Oréal, c'est l'exception. Et c'est notamment grâce aux ventes de produits en fait de luxe moins chers. Et là, on revient à ce qu'on connaît, l'Access Premium. Le lipstick, les rouges à lèvres, l'effet rouge à lèvres. Quand j'ai pas d'argent pour m'acheter un sac, je m'achète quand même du rouge à lèvres et j'en achète plus. Un Chanel à 50 ou 100 euros. Voilà, et sans lien, quand même préciser que l'épouse de Kevin Warsh, le futur président de la Fed, c'est la petite fille d'Esther Lauder. Donc on reste dans le luxe, mais effectivement, L'Oréal, des résultats qui ont été exceptionnels parmi en fait un secteur du luxe plutôt en difficulté. Ouais, eh bien, on va passer maintenant à l'actu portefeuille. Alors Olivier Pauwels, évidemment, les fonds, les ETF, l'investissement, c'est sur du long terme. Mais j'imagine que vu la situation, il y a tout de même des arbitrages, voilà, qui sont auxquels vous procédez. Oui. Qu'est-ce qui est in, qu'est-ce qui est out en cette période quand même assez troublée? Oui, le timing est parfait. On vient de faire le rebalance, comme on dit en anglais, de notre plateforme multi-actif à fin mars. Et là, peut-être pour donner un peu de contexte, on avait réduit le risque, l'allocation action fin de l'année passée. Ici, à fin mars, on rajoute un peu de risque en achetant des actions, mais on le fait de façon équilibrée et diversifiée. Par exemple, les infrastructures mondiales. Là, on table sur les investissements en intelligence artificielle dans le secteur, dans le domaine de l'énergie et autres. On fait un pivot au niveau des actions américaines, donc on vend des actions américaines au sens large pour acheter des actions de type value, ce qui veut dire donc des actions dont la valorisation est moins élevée. Côté, donc il y a une petite prise de bénéfices et on réalloue ces fonds-là. Exactement. Oui, côté actions, encore toujours, on rajoute un peu d'actions des marchés émergents en vue de croissance des bénéfices à ce niveau-là. Côté obligateur, 2 points à souligner. Les obligations d'État indexées à l'inflation, on vient d'en parler, risque d'inflation à la hausse, donc on cherche à investir dans des obligations qui nous protègent contre cette hausse des prix. Néanmoins, on réduit un peu l'exposition aux obligations d'État à long terme. De nouveau, même thématique, qui dit hausse de l'inflation, dit aussi hausse des taux à long terme, et donc on réduit un peu l'allocation à ce niveau-là. Et pour terminer, l'or, on continue d'aimer cette matière première, même si ça va baisser après des records. Oui, exactement. Même si pendant cette période du conflit au Moyen-Orient, le prix de l'or a été assez volatile, on reste constructif en termes de rôle de diversification que l'or peut jouer dans un portefeuille. François-Valéry Lecomte pour Belfius Asset Management. De votre côté aussi, bon, bien sûr, les investissements, c'est sur le long terme, mais tout de même, la période peut-être propice à quelques ajustements.
Lesquels ? Ce qu'on voit, c'est que le marché de la technologie américain est finalement relativement bon marché. Et quand on regarde les multiples, ils sont à peu près au même niveau que le reste, le secteur non-tech aux États-Unis, alors qu'il y a plus de croissance sur le secteur tech. Donc le secteur tech est plutôt bon marché. Ça, c'est traditionnellement, en fait, là où la partie qu'on préfère sur ce secteur, ce sont les processeurs, les ASML, TSMC, etc. Un peu moins les logiciels. Il y a une exception dans ce segment logiciel, c'est le secteur de la cybersécurité. L'an dernier, les attaques cybersécurité, les attaques cyber, en fait, ont doublé en volume. Donc, les entreprises doivent s'équiper de plus en plus. Jérôme Powell a convoqué la semaine dernière les CEO des grandes banques pour leur dire « Faites attention, je suis inquiet ». Et c'est vrai que si les banques se font hacker, c'est un drame. C'est pas nouveau ça, parce que j'avais entendu la dernière fois justement quelqu'un d'une grande banque, je vais pas la citer, qui nous disait que tous les jours, ils avaient entre 10 et 30 attaques de hackers par jour. Une des 4 grandes banques belges, c'est possible encore aujourd'hui ? Ça ne réussit pas, mais il y a des attaques tous les jours. Exactement, il y a des attaques tous les jours. Après, donc les banques belges sont quand même assez actives en cybersécurité. Comme toutes les banques. Toutes les banques, et je pense qu'Olivier en reparlera, mais avec l'intelligence artificielle, les outils de cybersécurité rendent la vie des hackers plus facile, et donc il faut mieux se protéger. Et donc le secteur de la cybersécurité, c'est un secteur en fait qui a de belles perspectives, et en plus c'est un secteur dans lequel il y a encore beaucoup de consolidation, et donc c'est un secteur qu'on a renforcé la semaine dernière. Eh bien, merci François Valéry. On va maintenant parler de Apple, Tara, dans cette actu portefeuille. Apple qui change bientôt de CEO. Ça veut dire une nouvelle politique, certainement. 1er septembre. Alors, tout d'abord, il faut revenir dans le passé. Il faut savoir qu'il y a eu 2 patrons emblématiques chez Apple. Il y a eu Steve Jobs, fondateur, et puis M. Cook. C'était 2 époques, 2 philosophies. Il faut savoir d'abord, première chose, Apple, c'est la 2e plus grosse entreprise américaine, juste derrière Nvidia. Donc quand on regarde ici le SP500, on va voir que son poids est juste derrière celui d'Nvidia, pèse environ 6-7% de l'indice. Donc il fait partie des 7 magnifiques, parmi les plus grandes entreprises au monde. C'est la 2e plus grosse entreprise au monde. Et donc quand on regarde, quand vous avez un tracker ou un fonds, quasiment tous les investisseurs du monde ont du Apple dans leur portefeuille, à commencer par un des plus connus, c'est Warren Buffett, qui dans son portefeuille avait descendu, il avait la moitié quasiment de son portefeuille, c'est 50%, c'était Apple, il a descendu à 22-23%, mais ça reste quand même déjà une valeur très importante dans tous les portefeuilles, peu importe que vous le sachiez ou non, de manière directe ou indirecte, vous avez tous du Apple quasiment en portefeuille, première chose. Deuxième chose, il y avait vraiment une différence importante entre Steve Jobs et Tim Cook. Steve Jobs était vraiment un visionnaire, obsédé par l'innovation, à l'origine de l'iPhone, de l'iPad, de l'iMac moderne. L'autre côté, on avait Tim Cook, c'était plutôt un gestionnaire, expert en opération. Et alors, quand on regarde, ils ont chacun été 14 ans à la tête de Apple, avec différents succès. Si vous regardez leur rendement, alors Steve Jobs, lui, il a fait 14 ans. L'entreprise valait 344 milliards à la fin. Il a fait du 14 000% sur la valeur en bourse. 14 000%. 14 000%. Et puis Tim Cook, lui, il a ramené la valeur, il a fait x10 la market cap. On est passé à 3,1 milliards de dollars. Lui, il a fait 966%, quasiment 1000%. Mais bon, voilà, c'est des choses différentes. Le point fort de Tim Cook, c'était entre autres les HomePod, la puce M1, qui a vraiment changé, et les AirTags entre autres. Alors le seul échec, c'était sur le Apple Vision Pro, mais bon, le marché lui en veut pas. Les lunettes aussi, peut-être. Oui, c'est ça. Alors Jobs invente, on va dire, et Cook optimisait. Alors, à partir du 1er septembre, évidemment, maintenant, tout le monde se demande qu'est-ce qui va se passer pour les produits, parce que quand on regarde l'évolution en 20 ans, 25 ans, 30 ans, Apple a vraiment été... Et comment se réinventer, encore comment innover, c'est ça. C'est la force d'Apple. Rappelez-vous, dans les pays occidentaux, un téléphone sur 2, c'est un iPhone. Pas l'oublier. Et Apple est un petit peu comme une marque de luxe avec les meilleures marges du secteur. Donc toujours recherché. 1er septembre, John Turnus va faire un retour aux fondamentaux. Il faut savoir que son profil tranche avec celui de Tim Cook. C'est un pur ingénieur, 25 ans chez Apple, spécialiste des produits, iMac, iPads, AirPods. Du hardware, lui il était vraiment hardware. Hardware, obsédé par les détails.
Sa philosophie n'est pas vendre une technologie, mais créer un produit exceptionnel. Donc on revient vraiment un petit peu au storytelling, au narratif d'Apple, hein, vraiment l'expérience consommateur, une approche très proche de celle de Steve Jobs, évidemment. Alors, mais le vrai défi, d'ailleurs on en parlait tout à l'heure, c'est l'IA. On a l'impression que là, dans ce domaine-là, Apple est resté très discret. Alors, le timing est crucial parce que toute la tech se transforme en IA. Microsoft investit massivement. Google est en train d'accélérer. Nvidia domine grâce à ses puces. Pendant ce temps, Apple semble prêt à un retrait. Donc, Siri, entre autres, est largement en retard. Apple dépend encore des partenaires externes. Et surtout, un risque majeur apparaît, c'est si l'IA remplace le smartphone, le cœur du modèle d'Apple est menacé puisque l'iPhone fait quand même toujours 50% aussi du chiffre d'affaires. Donc l'IA redistribue les cartes. Alors on verra comment ça va se passer. Retour des produits qui doivent être parfaits, hein, revenir à l'ADN. Plutôt courir après les effets de mode technologique. Donc on va aller plus vers un monde dominé par l'IA. Alors on est toujours... Quand on regarde le cours de bourse, on est toujours bien, évidemment. Les analystes, selon 47 analystes qui suivent la valeur régulièrement des plus grandes banques, c'est une valeur toujours à accumuler. Objectif de cours moyen, 297,7 $. Donc voilà, il y a toujours des profits à faire sous la valeur et ça reste quand même un titre très suivi. François Valéry, c'est vrai, voilà, malgré un changement à venir à la direction d'Apple, ça reste une entreprise incontournable quelque part. Ben, ça reste incontournable, comme le disait Tara, dans la poche et dans le portefeuille. Ouais. Après, un élément important que Tara soulignait, c'est on en a parce que c'est une grosse pondération dans l'indice S&P 500. Ouais. Il y a aussi quelques grosses IPO qui arrivent. OpenAI, ça va être à peu près 1000 milliards. Anthropic aussi, peut-être un peu moins, mais aussi à peu près 1000 milliards. SpaceX, 2000. Un petit 2 milliards, donc on est à 4 milliards. Donc en tout quelque chose de plus gros qu'Amazon et qu'on le veuille ou non, on en aura dans le portefeuille. C'est un peu le bénéfice en fait de rentrer très gros par le haut via une IPO dans les marchés. On est directement dans l'indice et tout le monde est obligé de l'acheter en fait. Et bien justement, comment investir judicieusement en bourse, en IA, quand les dépenses d'investissement explosent aussi, mais que les profits tardent aussi. Faut-il rater le train, éviter la chute ou miser sur l'avenir? L'IA transforme déjà nos métiers, nos entreprises et nos vies. On va en parler bien sûr juste après la pause. Restez avec nous. C'est à coup sûr une révolution bien réelle et certainement durable. L'intelligence artificielle en bourse, Nvidia par exemple, pèse le poids de PIB de certains pays entiers, ce qui suppose une croissance future explosive. Mais ce marché est aussi concentré entre quelques acteurs qui semblent parfois s'auto-alimenter. Alors est-on face à un risque réel de correction? Comment investir correctement dans l'intelligence artificielle en bourse, comment préparer l'avenir? On va en parler bien sûr avec nos invités. Tout d'abord, Tara, vous nous dressez un peu le contexte avec quelques chiffres notamment. Oui, d'abord, tout simplement, l'IA, c'est quoi? Rappeler, l'intelligence artificielle, c'est une machine qui a la capacité de faire des choses intelligentes comme un humain. Donc concrètement, c'est un programme qui apprend à partir de données. Donc les data centers sont très importants. Qui apprend, donc ça c'est important. Exemple du quotidien, le téléphone qui reconnaît votre visage, c'est de l'IA. Netflix qui vous recommande des films, c'est de l'IA. Un chatbot qui vous répond en ligne quand on est sur un site internet, c'est l'IA. Donc version très simple, une machine qui apprend toute seule, qui s'améliore donc avec le temps. Alors moi j'ai pris deux graphiques. Le premier c'est l'adoption de l'IA en Europe. Et on voit qu'on est à plusieurs vitesses. L'adoption de l'IA est très inégale en Europe. Les pays nordiques sont évidemment en tête. On voit Norvège, Danemark, Nordique où près d'une personne sur deux l'utilise déjà. Les grandes économies comme l'Allemagne ou le Royaume-Uni par contre sont en retard bizarrement. Et certains du pays du sud ou de l'est de l'Europe sont vraiment très loin derrière. Chez nous on a une quarantaine de %, ce qui est pas mal. Ouais. Par contre, il y a un point clé qui change tout, évidemment. Les jeunes utilisent beaucoup plus l'IA que les plus de 40 ans. Donc, quand on regarde sur les moins de 25 ans, ils utilisent l'IA vraiment de manière intuitive.
Certains ne font plus leurs devoirs à l'école, par exemple, on le sait très très bien. Les mémoires, c'est tentant, évidemment. C'est tentant. Les mémoires à l'université, ça commence à devenir un problème pour les professeurs. Ouais. Parce il y a que des détecteurs d'IA aussi. Il y a des détecteurs d'IA, mais il suffit de faire des retouches soi-même sur certaines pages et ça peut encore passer. Si l'IA fait le cœur du travail, que vous adaptez à votre sauce, il y a encore moyen de le faire. Donc on voit qu'il y a quand même une grosse envie au niveau des jeunes et un retard au niveau des gens plus âgés. Alors quand on regarde les investissements, quand on voit derrière cette révolution, il y a vraiment une bataille énorme entre géants de la tech. Alors la semaine prochaine, justement, on a tous les grands noms de la tech qui vont venir avec les résultats, donc Microsoft, Amazon, Alphabet, Google, qui sera là avec des résultats, entre autres Apple également. Ensemble, ils ont presque triplé leur investissement en 3 ans, passant de 162 milliards de dollars à 448 milliards de dollars. C'est colossal. Pourquoi ? Parce que l'IA, ça dépend de ressources gigantesques, d'abord les centres de données, les puces, la puissance de calcul, et ça demande énormément de moyens, et c'est celui qui a le plus de moyens qui prendra l'avantage. En tout cas, c'est ce qu'on pense. Mais ce n'est pas seulement juste une technologie, c'est déjà dans notre quotidien. Beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte. C'est une révolution en marche en Europe, et c'est surtout une guerre économique et mondiale. En Chine, on voit l'utilisation dans la vie de tous les jours, avec simplement les caméras dans les espaces publics, qui font la reconnaissance faciale sur les piétons pour les amendes. Moi, quand j'étais aux Émirats Arabes Unis, j'étais étonné. Votre voiture reçoit une amende parce que vous n'avez pas mis le clignotant, ou bien vous avez dépassé trop vite ou trop lentement. Vous recevez directement sur votre téléphone l'amende en direct. Ça sert à ça aussi. En temps réel. Alors ceux qui investissent le plus aujourd'hui pourraient dominer demain. C'est ça qui est un petit peu la question. On voit bien que chez Apple, par exemple, eh bien, c'est le sujet. Ils ont un retard. Comment le combler ? Ouais, alors François-Valéry Lecomte, c'est vrai que voilà, on évoque l'IA avec des capitalisations énormes. Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi derrière ? Parce que voilà, est-ce qu'il y a déjà des profits tardent à venir, manifestement ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de correction ? Alors, il y a toujours un risque, hein, et le chemin vers l'IA ne sera pas un chemin linéaire, il y aura des hauts et des bas. Par contre, est-ce que le secteur est rentable ? Oui. Il est rentable, il livre des profits. Donc on n'est pas face à une bulle Internet, non, comme dans les années 2000 où il n'y avait pas nécessairement de profit, etc. Ou pire, la bulle télécom, où toutes les sociétés télécom investissaient dans la 3G, la 4G en faisant croire qu'on allait avoir des résultats mirobolants avec la 4G et finalement, infrastructure très chère, voilà, mais pas si rentable que ça. Et en fait, il y a 3 choses. Donc, est-ce qu'il y a des profits ? Oui. Juste un exemple, TSMC, Taïwan, augmentation des volumes. Mais ça, c'est eux vendent les pioches. Oui, mais ceux qui l'achètent, c'est le secteur IA, plus 40% au premier semestre, avec des marges énormes. Donc, il y a de la demande. 2, est-ce que le secteur IA est survalorisé ? Les multiples sont à peu près similaires à ceux du reste du S&P 500, donc il n'y a pas un surcoût à acheter des sociétés IA alors qu'elles ont des potentiels de croissance plus élevés. 3e point, les zones d'utilisation de l'intelligence artificielle sont en train de se développer et s'élargir de manière phénoménale. Oui, ça va concerner toute la société, quelque part, ou presque. On parle de ChatGPT, Olivier parlera de Mythos, il y a aussi Prometheus, donc ça c'est un projet de Jeff Bezos, 40 milliards. L'AI est en train de rentrer dans les usines. Vous étiez avant dans un bureau, vous êtes sujet à l'AI, mais vous étiez dans l'usine, vous disiez, moi je ne suis pas sujet à l'AI, si vous allez être. En Inde, il y a des usines de gens avec des caméras sur la tête, en train de plier des serviettes, de mettre des prises de courant, etc., de faire tous des gestes qui sont appris par l'AI. Tout le monde est concerné, col bleu, col blanc, et l'industrie, tout le monde. Justement, Jeff Bezos disait que ce n'était pas une bulle financière, parce que c'est des entreprises qui ont de l'argent, qui gagnent déjà de l'argent, qui ont du cash. C'était plutôt une bulle industrielle, et que ceux qui investissent mal ou ne savent pas le rentabiliser, ce sera une bulle industrielle, et que là, ceux-là vont perdre de l'argent ou se casser la figure. Il y a toujours des perdants parce que c'est une course. Donc par définition, certains gagneront, certains perdront. Après, est-ce que l'AI va fondamentalement transformer la société ? Clairement, totalement par rapport à ce à quoi on s'attend, peut-être pas. Parce que je pense que l'AI va moins remplacer que soutenir et être le partenaire en fait des humains. Mais est-ce que l'AI a du potentiel de transformation très significatif ? Je pense que la réponse est
oui. Musk qui disait qu'on allait arriver à une société où on ne travaillerait plus, et l'IA travaillerait pour nous. C'était le discours d'Elon Musk. Mais c'est quasi aussi le discours du président de la Fed, Kevin Warsh, qui disait l'IA va permettre de fabriquer moins cher, et donc il n'y aura pas d'inflation, puisque les prix vont baisser, et donc je vais pouvoir même baisser les taux. Ça sont des discours qui sont dangereux parce que l'IA est encore loin d'avoir déjà transformé, et les gains de productivité, ça va encore prendre beaucoup de temps. Oui, et l'intelligence artificielle, tu le disais là tantôt, Tara, c'est des centres de données. Il faut les construire, les centres de données, il faut les entretenir. On voit déjà aujourd'hui aux États-Unis une sorte de pénurie sur des électriciens, sur des personnes qui peuvent installer. Ça prend du temps, évidemment, d'installer, de construire ces centres de données, de les raccorder aussi au réseau. Mais même quand un centre de données est construit et tourne, il faut l'entretenir. Il faut des électriciens en cas de problème, il faut entretenir les systèmes d'air conditionné, il faut des techniciens, il faut des informaticiens. Qu'est-ce que vous voulez dire, que ça va créer aussi d'autres demandes? Oui, exactement. Donc probablement que le marché du travail va évoluer, mais il y aura toujours besoin de gens pour opérer ces centres de données. Peut-être pour aussi faire le lien avec l'inflation, comme disait François. Sur le long terme, c'est possible que l'intelligence artificielle va réduire la hausse des prix, mais ce n'est pas certain. Et sur le court terme, chez BlackRock, on pense que l'impact sur l'inflation pourrait être positif, car l'intelligence artificielle est très gourmande en termes de matières premières qui ne sont simplement pas disponibles, ou en tout cas pas suffisamment disponibles aujourd'hui. Donc il y a un déséquilibre entre l'offre et demande de matières premières pour l'intelligence artificielle. Quel est le résultat des courses? C'est une hausse des matières premières et donc hausse sur l'inflation. L'inflation, c'était le deuxième graphique que vous aviez amené avec les barres orange et jaune. L'impact estimé du déploiement de l'IA sur l'inflation, comment expliquer en fait sur l'inflation américaine? Oui, exactement. Sur le court terme, le risque... On voit maintenant. Oui, sur le court terme, en rouge, vous voyez que l'impact sur l'inflation est haussier. Donc il y a un risque que l'inflation va en fait augmenter dans un premier temps, tant que l'offre et demande de matières premières n'est pas alignée. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, comme je le disais, demande tellement de matières premières, tellement d'investissements en infrastructure que ça pousse à la hausse les prix. Par contre, sur le moyen long terme, il est possible, mais je répète, ce n'est pas certain, que l'impact positif sur la productivité pourra donc avoir un impact négatif sur l'inflation. Et avec négatif, je veux dire une baisse de l'inflation. Donc c'est ça qu'on voit, ce point noir qui descend un petit peu. Exactement. Au niveau des revenus, quand on voit le graphique que vous avez, c'est le premier graphique, c'était entre OpenAI et Anthropic, au niveau des revenus. Oui, c'est incroyable. Donc les marchés s'inquiètent sur valorisation et sur les dépenses. Mais qu'est-ce qui peut, quelque part, faire basculer le sentiment? C'est les revenus. Et c'est ce qu'on voit ici, par exemple, avec Anthropic, qui a annoncé début avril qu'ils estiment que leurs revenus annualisés ont dépassé les 30 milliards de dollars, là où ils étaient en dessous de 10 milliards fin 2025. Avec quel rapport d'investissement par rapport aux investissements? Quand une entreprise génère des revenus, ça veut dire des profits, donc ça veut dire un résultat positif pour les investisseurs. Mais je voudrais revenir sur ce delta. On est passé de 10 milliards à 30 milliards, donc plus 20 milliards de dollars en 3-4 mois de temps. 20 milliards de dollars. Et comment on l'explique? Ce sont quoi? Des abonnements? C'est des abonnements, c'est l'utilisation des services d'Anthropic. Mais 20 milliards de dollars, c'est l'équivalent de chiffre d'affaires de l'entreprise Nike, qui a mis 60 ans pour s'établir. Donc ça va très vite, évidemment. Oui, exactement. Mais est-ce que la rentabilité est au rendez-vous? Parce qu'on sait qu'OpenAI, l'introduction en bourse est quasiment inévitable, sinon ils sont en faillite d'ici 2-3 ans. Ils ne pourront pas tenir les dépenses et l'endettement s'ils ne rentrent pas en bourse. C'est ça un petit peu le problème pour OpenAI, entre autres. Oui, exactement. C'est le point d'attention. C'est comment convertir les dépenses en revenus, et suffisamment de revenus pour être rentable et donc devenir une société qui peut bien fonctionner en bourse. Quels sont les principaux risques aujourd'hui liés à l'IA? Parce qu'on n'est pas non plus à l'abri d'une surprise.
voilà, un logiciel chinois, comme on l'a déjà vu, DeepSeek, qui secourait un peu les marchés. Quels sont les principaux risques aujourd'hui ? D'ailleurs, la deuxième version, elle se fait toujours attendre, hein, R2 ou R3, qui devait révolutionner, qui devait arriver il y a un mois, n'est toujours pas là. Le premier sujet sur l'IA, c'est que effectivement, c'est une course. Alors, il y a plusieurs courses en parallèle parce qu'on dit, en fait, l'IA, c'est créer de l'intelligence, mais on peut créer son modèle pour faire des choses différentes. Des robots, de la cybersécurité, etc. Donc, il y a plusieurs courses en parallèle. Mais c'est une course, donc il y aura des gagnants et des perdants. Ça, c'est un point. Le deuxième, je pense que là, l'Europe a une carte, et elle n'en a pas beaucoup, mais elle a une carte, c'est le sujet de réglementation, parce que l'IA, c'est un outil qui est très puissant. Et donc, comment il va être utilisé et comment il va être utilisé pour le bien de la société. Ça, c'est un sujet en fait qui a fait l'objet d'un prix Nobel il y a 2 ans, prix Nobel d'économie. Donc ça sont les risques. Et après, c'est le sujet d'emballement, en fait. Mais contrairement, pour reprendre le point d'Olivier, contrairement à Internet, il y a 15 ans ou 20 ans, qui était un modèle, en fait, où il n'y avait pas de modèle économique, parce qu'on ne payait pas pour Internet. Internet a été créé gratuit. Là, le modèle IA... Ensuite, les entreprises, évidemment, s'y sont positionnées et très vite, le gratuit est devenu... oui, mais avec énormément de dégâts en chemin, hein, quand même. On se rappelle tous les dot-com. Ça a été un cataclysme. Tandis qu'ici, en fait, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui sont, dès le début... et Anthropic, en fait, est un exemple. C'est une compagnie qui a 3-4 ans. Hein. Dès le début, monétisent très rapidement, en fait, leur savoir-faire. Vous avez le graphique sur le SP500, justement, où la valorisation de la tech est quand même si basse, et que vous étiez positif là-dessus. Comment l'expliquer ? Parce que le marché, on voit le SP500 qui bat de record en record, et puis quand on regarde ce graphique de la valorisation... voilà. Enfin, là, ce qu'on voit, c'est que les niveaux de valorisation en fait, du Nasdaq, donc l'approximation du secteur tech, a toujours été bien supérieur au S&P 500 qui est moins tech. Et alors qu'aujourd'hui, en fait, c'est beaucoup plus proche, ça veut dire les multiples tech ne sont pas très supérieurs malgré des perspectives de croissance élevées. Bon, le secteur tech, il a quand même baissé les derniers mois. Je rappelle qu'en décembre, tout le monde se disait la tech, ça devient quand même cher, je vais chercher d'autres relais de croissance, marché émergent, Europe. Donc avec un rapport cours-bénéfice, un PE ratio quasiment à 27, et maintenant on est plus proche de 23, 23. En fait. Oui. Et donc, alors que le Nasdaq et le SP500, tous les deux à des niveaux records. Tout à fait. Donc, historiquement, en fait, le secteur tech et AI, il est plutôt relativement bon marché. Après, on l'a dit, c'est une course, donc il faut être sélectif. Donc, pour conclure, Olivier Pauwels, c'est vrai qu'il n'est pas trop tard pour prendre le train en marche, finalement. Voilà, les titres ont baissé, relativement bon marché, avec une croissance... qui laisse présager un futur intéressant. Je pense peut-être pour terminer, un risque ou un point d'attention, c'est peut-être la puissance de ces modèles d'intelligence artificielle. Anthropic, on en a déjà parlé plusieurs fois, a lancé un nouveau modèle qui s'appelle Mythos, mais pour la première fois, ils ne l'ont pas mis à disposition au grand public lors du lancement il y a 2-3 semaines. Pourquoi ? Parce que ce modèle est trop puissant. Et donc, ils se sont réalisés... Trop puissant. Trop puissant. Ils se sont réalisés que ce modèle est capable de découvrir des vulnérabilités dans les grands systèmes technologiques et donc pourrait résulter en intrusion. On parlait là tantôt de la cybersécurité. Une version un peu plus light pour le public. Oui, et donc ça a créé quand même une sorte d'alerte générale dans le monde technologique, mais aussi le monde financier. Et donc, qu'est-ce que Anthropic a décidé ? Ils ont mis à disposition ce modèle uniquement pour quelques sociétés technologiques et financières pour qui utilisent le modèle pour aller chercher les failles dans leur système de sécurité pour justement éviter les intrusions. Parce que justement, le FBI est en train de crouler justement sur le nombre de plaintes à cause d'utilisateurs qui prennent l'IA à des fins malfaisantes, soit pour la cybersécurité, la pédocriminalité qui explose au niveau des images, par exemple, que l'IA peut justement créer. Donc, c'est quand même 2 domaines assez intéressants. Donc, cybersécurité et l'IA, ce sont les 2 qu'il faut se placer, les 2 qui sont porteurs pour le futur. Je pense, oui. Après, un point que je voulais faire, c'est...
l'IA, c'est un outil, donc il peut être positif ou négatif. Et donc, je pense qu'à un moment, il va falloir réguler les utilisations. Aujourd'hui, c'est un secteur qui s'auto-régule. Si Anthropic a décidé de ne pas sortir son modèle, en fait, c'était leur décision. Mais, il y a eu des restrictions aussi sur Grok, notamment. Oui. Enfin, c'était autorégulé là oui, aussi. mais en fait, allez, une manière de le dire, c'est en fait, Anthropic, s'ils veulent, c'est une des meilleures armées du monde. Parce qu'ils peuvent prendre un pays, attaquer l'électricité, les hôpitaux, les feux rouges, les feux verts, les moyens de paiement et mettre un pays par terre bien mieux qu'une armée en fait. Donc ça c'est aussi un élément géopolitique important, je trouve. Donc ce secteur, il va falloir aussi le réguler. Et ça c'est le rôle de l'Europe notamment, vous dites. On l'a vu, Elon Musk convoqué par la justice française cette semaine, justement, parce qu'il y avait des mauvaises utilisations justement sur X et sur Grok de l'IA. Oui. Bon, après, l'IA, enfin, tout outil peut être utilisé positivement ou négativement. Donc, il ne faut pas critiquer l'outil, mais il faut le contrôler, l'encadrer. Et ça, c'est quelque chose, je pense, de très important. Et c'est un des seuls endroits sur lesquels l'Europe, dans le secteur, est plutôt en avance. Eh bien, merci à tous. On va maintenant s'intéresser aux cryptos. Qu'est-ce qui fait l'actualité des crypto-monnaies cette semaine? Eh bien, réponse tout de suite en 2 minutes. Et cette semaine, commençons avec la Banque nationale suisse. Le franc suisse est extrêmement fort, trop fort même peut-être, ce qui pénalise les exportations et fait baisser les prix dans le pays. Problème, les outils classiques de la Banque centrale deviennent moins efficaces. Et c'est là qu'une idée inattendue émerge, utiliser Bitcoin comme réserve stratégique. L'idée, plutôt que d'acheter massivement des actifs en dollars, la Suisse pourrait stocker une partie de sa richesse en Bitcoin, un actif indépendant, rare et décentralisé. Ce n'est pas encore une décision officielle, mais le débat est lancé. Bitcoin pourrait donc peut-être devenir un outil de souveraineté monétaire. Deuxième info clé cette semaine, l'entreprise Stratégie continue d'acheter du Bitcoin massivement. Elle vient d'acquérir plus de 34 000 Bitcoins en une seule opération, plus de 2,5 milliards de dollars tout de même. Mais attention, cela pose aussi une question de dépendance. Que se passerait-il si un acteur aussi dominant ralentissait ou vendait? Le marché pourrait devenir plus fragile à court terme, même si le réseau Bitcoin, lui, reste sécurisé. En direction la Russie, où un projet de loi vient d'autoriser le paiement international en crypto-monnaie, objectif contourner les restrictions liées aux sanctions économiques. Mais nuance importante, les cryptos restent interdites pour les paiements à l'intérieur du pays. On voit donc apparaître un usage très stratégique, les cryptos comme outil géopolitique plus que comme monnaie du quotidien. Attention enfin aux arnaques, les faux wallets sont en hausse. C'est le dernier point plus concret pour les utilisateurs. La sécurité, selon Kaspersky, 26 fausses applications imitant des portefeuilles crypto circulent sur l'App Store. Le piège est simple, vous installez une fausse app, vous entrez vos clés, vos cryptos disparaissent. Le réflexe, toujours vérifier l'officiel avant de télécharger. Enfin, côté marché, le Bitcoin remonte vers les 78 000 dollars et pourrait viser les 80 000. Fait intéressant, malgré les tensions géopolitiques, il surperforme même le S&P 500. Pourquoi ? Eh bien, parce que beaucoup de traders parient sur une baisse et se retrouvent piégés. C'est ce qu'on appelle un short squeeze. Les vendeurs doivent racheter en urgence, ce qui fait monter le prix encore plus vite. Et voilà pour toute l'actualité des cryptos. On marque une toute petite pause et puis on se retrouve juste après avec vos questions à nos experts en plateau. À tout de suite. Nous sommes de retour dans Parlons Cash avec vos questions à nos experts en plateau. Et une question pour vous, Olivier Pauwels, ce soir de Sabrina de Lessines. Elle nous demande quelles sont les principales différences, avantages, inconvénients aussi, entre un tracker ETF avec un code ISIN qui commence par IE, donc l'Irlande, et par l'U, Luxembourg. Quelle différence, quels avantages? Oui, donc on parle de ETF qui sont domiciliés, donc on pourrait dire qui ont leur maison en Irlande, IE, versus au Luxembourg, LU. On va commencer par qu'est-ce qui est exactement identique, c'est-à-dire on reste dans l'espace européen, dans la zone euro, donc en termes de fiabilité, en termes de sécurité, il n'y a aucune
différence pour les investisseurs. Les deux pays ont une banque centrale et ont un service ou une entité de surveillance qui va très très bien suivre le marché et les émetteurs. Même contrôle, d'ETF. même sécurité. Donc à ce niveau-là, il n'y a aucune différence. On voit aussi des émetteurs comme BlackRock qui sont actifs sur les deux pays. Par contre, il y a une différence très importante au niveau de la fiscalité et qui va dans l'avantage des ETF qui sont domiciliés en Irlande, c'est-à-dire la fiscalité sur les dividendes, car l'Irlande bénéficie d'un traité fiscal très avantageux envers les États-Unis. Qu'est-ce que cela veut dire ? Pour un ETF domicilié en Irlande, il y a 15% de retenue à la source sur les dividendes d'actions américaines. 15% en Irlande, au Luxembourg, c'est 30%. Donc, en tant qu'investisseur, pour les ETF qui investissent partiellement ou entièrement en actions américaines, il faut privilégier l'ETF irlandais. Pour les autres expositions, actions européennes, obligations mondiales, obligations américaines, il n'y a aucune différence. Donc vous pouvez vous orienter, si vous voulez, vers un ETF luxembourgeois. Donc uniquement les actions américaines, partiellement ou entièrement. À distribution. À distribution, il faut donner la préférence à l'ETF irlandais. Donc c'est une question de fiscalité avant tout. Comme souvent. Merci beaucoup. Et je rappelle que vous pouvez renvoyer vos questions à parlonscash@email.com. On va maintenant passer aux chiffres du jour. Et François-Valérie Lecomte, vous nous parlez du chiffre du jour qui est de 50 minutes et 26 secondes. C'est pas la durée de l'émission, mais presque, dites-nous. C'est quoi ? Alors c'est effectivement, et Parlons Cash, c'est pas une émission sportive, mais c'est le temps, le nouveau record lors d'un semi-marathon à Pékin, le record par un robot. Donc 50 minutes, alors que le record, j'allais dire humain, est de 57 minutes. Donc les robots maintenant courent plus vite que les humains. Quand même deux choses intéressantes là-dessus. Alors, les robots, ce sont des robots d'un spin-off de Huawei. Ça, c'est un. Deux, il y avait une centaine de robots en course. Alors, il y en a beaucoup qui ne sont pas arrivés à la fin. Mais il y a quand même un développement aussi, il y a une sélection quelque part, oui. plutôt naturelle. Ben voilà, et on le dit, c'est une course, littéralement, pour le coup. J'ai vu repartir sur brancard. Voilà. Porté par des humains. Porté par des humains. L'an dernier, en fait, la première année, il y avait 20 robots participants. Cette année, 100. Cette année, le record, donc, c'est 50 minutes. Et pour voir la progression en un an, l'an dernier, le meilleur robot était à 2h40. Et donc, on parlait en fait de la vitesse de développement de ces technologies. C'est massif et donc on parlait de mythos, on parlait en fait d'école bleue, d'école blanc. On voit en fait que l'IA arrive dans tous les secteurs de l'économie et ça soutient, même si les promesses ne seront pas totalement remplies, ça soutient quand même les perspectives de croissance du secteur. Parce que la robotisation, évidemment, c'est aussi la prochaine étape, mais c'est totalement lié à l'IA. Au final. C'est totalement lié à l'IA. Une frontière, en fait, j'en parlais avec les fermes à main, à savoir les Indiens, en fait, qu'on paye pour mettre un robot, enfin une caméra sur la tête et filmer les mouvements fins des doigts. Ça, c'est la prochaine étape. Apprendre à marcher, c'est fait. Apprendre à courir, c'est fait. Et maintenant, en fait, les mouvements fins des mains, ça, c'est une étape supplémentaire. Eh bien, merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci Tara. Alors, nous sommes absents pour cause de vacances pendant 3 semaines, 3 éditions, mais on reste actifs sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur LN24, et on peut vous suivre aussi, Tara. Moi, je suis sur LinkedIn, sur Instagram et sur YouTube. Et évidemment, il y a 2 semaines avec de des congés. points bourse chaque lundi notamment. Ouais. Alors ici, maintenant, il y a les congés de 2 semaines de Pâques. Et puis après, l'Ascension, qui est un bank holiday, donc on n'est pas là. Mais on revient très fort avec 6 émissions après, au mois de 2 émissions au mois de mai, 4 émissions au mois de juin, toujours sur la bourse. Et on sera tous là. Peter Tuchman, vous-même et plein d'autres invités. Eh bien, fidèle au poste, merci à tous d'avoir suivi cette émission que vous pouvez revoir aussi sur YouTube, sur ln24.be. Tout de suite, parole d'expert, excellente soirée et bonnes vacances.
Bonsoir à tous. Ce soir, on reçoit Stéphane Van Tilborg, Country Head Benelux de la financière de l'Échiquier pour aborder une thématique qui émerge, la robotique et notamment humanoïde. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Tara. Tout d'abord, pour nos téléspectateurs, pourquoi la robotique ? Alors la robotique, maintenant, ça touche plus ou moins tous les secteurs. Les usines industrielles aujourd'hui sont robotisées, automatisées. Dans tous les secteurs. Hein. Quasi tous les secteurs sont touchés. Certaines sont automatisées pratiquement à 100%. De l'automobile à la logistique. L'automobile, la logistique, c'est très important, mais ça touche aussi des secteurs comme l'agriculture ou des secteurs médicaux. Aujourd'hui, on estime qu'il y aurait 4,5 millions d'unités, de robots industriels dans le monde. En 2024, c'était 540 000 robots industriels en plus. Donc c'est vraiment un fort développement. Ça génère des leviers de productivité. Comme on l'a dit, ça touche tous les secteurs. Et les secteurs sont vraiment en expansion. Quand on prend la robotique médicale, on estime que c'est un marché à près de 140 milliards d'euros d'ici une petite dizaine d'années. Mais plus proche de chez nous, ce qu'on connaît déjà un peu mieux, c'est les véhicules autonomes ou les robots taxis. Ça, on pense que c'est un marché de plus de 2000 milliards de dollars d'ici 2040. Oui, les robots taxis sont déjà en essai aux États-Unis dans plusieurs villes. On est en train de les tester en Chine, ça fonctionne déjà. Ouais. Et puis au Moyen-Orient. Donc on parle de premiers tests, je pense, en Suisse pour l'Europe en 2026. Alors, mais qu'est-ce que la robotique humanoïde et comment elle s'illustre dans l'économie ? Alors, humanoïde, ça va faire penser à Terminator et tous ces films de science-fiction. On n'en est pas là, en fait. La robotique humanoïde, en fait, ce sont des robots qu'on va doter d'intelligence artificielle dans lesquels on va intégrer des modèles d'intelligence artificielle. En fait, l'idée, c'est de connecter avec des modèles d'intelligence artificielle, que ce soit des PC, des smartphones, mais également des robots sur des chaînes de montage qui vont apprendre à réfléchir. Et donc, on appelle ça l'intelligence artificielle physique. C'est un véritable trend aujourd'hui et on va pouvoir adresser un marché qui est en essor. Alors la vitesse de développement dépendra évidemment de l'adoption par les acteurs industriels et économiques de cette intelligence artificielle physique, mais on estime qu'à un horizon de 2040, ce qui est quand même après-demain, c'est 1400 milliards de dollars comme potentiel de marché. Oui, alors on imagine par exemple, je ne sais pas moi, un robot qui normalement maintenant ne fait que remplir des rayons, et bien maintenant à chaque fois qu'il y a un rayon vide, se lèvera et ira le remplir sans qu'un humain doivent le commander. Exactement. Qui réfléchira de lui-même, tout simplement. Exactement, c'est le principe de l'intelligence artificielle physique. En Chine, 85% des humanoïdes qui ont été installés en 2025, c'est devenu carrément une priorité nationale. Alors la Chine, c'est une priorité nationale. Aux États-Unis, c'est aussi devenu une priorité. Vous avez des acteurs majeurs qui sont occupés à émerger. En Chine, vous avez Agibot, vous avez BYD. On a vu des voitures circuler BYD. Aux États-Unis, c'est Tesla, qu'on connaît bien. Mais on a aussi Horizon Robotics, on a UBTech Robotics, des gros acteurs. En Europe, on peut penser qu'on est un peu en retard, ce qui n'est pas vraiment le cas. On a des acteurs majeurs industriels qui adoptent cette intelligence artificielle physique. Si on prend Airbus par exemple, Airbus est occupé à transformer ses sites de production pour rendre véritablement leurs sites intelligents. Quelles sont les perspectives de ce secteur ? Parce que moi, quand je vois en fait Tesla qui a des bus et des voitures, et puis après on apprend qu'en fait ces voitures avec leurs caméras qui scannaient toutes ces données sont utilisées pour après plus tard être utilisées pour autre chose, et Tesla se transforme maintenant en usine à robots. C'est quoi les perspectives du secteur ? Alors les perspectives, on va utiliser un mot qui paraît fort, mais c'est vertigineux. C'est la commune mesure à quoi on pourrait ressembler, à comparer la révolution à laquelle on assiste aujourd'hui, c'est la révolution automobile. Je vous donne quelques chiffres. Aujourd'hui, les robots humanoïdes, on considère qu'à un horizon 2030, c'est-à-dire demain, il devrait y avoir plus ou moins 1 million d'unités à 2030. La révolution, ce n'est pas entre maintenant et 2030, mais c'est plutôt entre 2030 et 2060, où le million devrait se transformer en 3 milliards d'unités de robots humanoïdes. Donc c'est véritablement vertigineux. Bon, 2060, c'est loin pour l'investisseur, mais ici à court terme, à moyen terme. Alors, à très court terme, prenons des exemples qui nous parlent tous, les voitures... conduite autonome.
voitures autonomes, les robotaxis aussi. Un robotaxi, aujourd'hui, la production, c'est entre 80 000 et 150 000 $. Un robot humanoïde, c'est plus ou moins, en fonction de ce qu'on lui demande de faire, c'est plus ou moins 50 000 $. Alors on peut se dire que c'est encore élevé, mais un vrai phénomène de démocratisation. Il y a encore 5 ans, on ne parlait pas en milliers de dollars, on parlait en millions de dollars. Ouais, ça c'est vraiment en plein essor. Il n'y a pas longtemps, j'étais à l'aéroport de Francfort et c'était un robot qui amenait les plateaux aux clients. Oui, tout à fait. Donc les robots humanoïdes ont vocation à travailler sur des sites industriels. Ouais. On peut se poser la question de savoir quand ils sortiront des usines pour avoir une interaction avec les hommes. Pour quelles tâches, on n'en sait rien, ça peut être des tâches commerciales ou autres. Mais demain, effectivement, on va être en contact. Et à très court terme, on parle des robots taxis, ça fonctionne déjà. Effectivement, vous le mentionnez, 7 ans test en Chine, 7 ans test aux États-Unis. Et au Moyen-Orient, ça arrive. Le Moyen-Orient, ça arrive. L'Europe va suivre également, comme vous le mentionniez sur la Suisse. Et franchement, les voitures, le pilotage automatique, ça vient aussi. Dans les véhicules haut de gamme, d'ici 5 ans, ils seront tous occupés de ça. Au niveau 2, à niveau 3, on va passer bientôt, très bientôt. Mais en tout cas, merci, c'était très intéressant. Et d'office, passer par les fonds, parce que le stock picking est très compliqué. Merci beaucoup, Stéphane Wagelenborg. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle Parole d'expert. À bientôt.